Dans cette vidéo, je vais vous présenter un narratif dont encore personne ne parle en France, mais qui a le potentiel d'avoir une ampleur encore plus importante que le narratif métaverse après que Facebook se soit renommé Meta en 2021. Ça pourrait donc être très bénéfique de s'intéresser à ce narratif maintenant pour potentiellement trouver des pépites sur lesquelles investir avant que tout le monde se jette dessus une fois que ce sera la tendance du moment. Ce narratif, c'est celui des réseaux sociaux décentralisés, aussi appelés SocialFi pour mettre l'accent sur le côté monétisation, ou DeSoc pour mettre l'accent sur la décentralisation. Et dans cette vidéo, je vais utiliser le terme DeSoc car je le trouve plus générique. Et donc ce narratif peut selon moi être hyper puissant et connaître un réel engouement en 2024 car le secteur des réseaux sociaux est absolument colossal et que cette industrie comporte actuellement de nombreuses failles que le Web3 peut résoudre. Donc dans cette vidéo, on parlera de tout ça. Je vous donnerai aussi quels sont les avantages des réseaux sociaux décentralisés. Je vous présenterai les meilleurs projets actuels positionnés sur ce narratif. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai mon point de vue sur le potentiel de ce narratif et si c'est une bonne idée d'investir dessus maintenant ou pas. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'invite fortement les 72% de viewers non abonnés à s'abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. C'est gratuit et ça me soutiendrait beaucoup. Alors pour commencer, on peut se demander pourquoi concrètement ce narratif pourrait être intéressant et quelles sont les problématiques de l'industrie actuelle qui feraient qu'on aurait besoin d'avoir des réseaux sociaux version Web3. Pour ça, je pense qu'on peut déjà regarder rapidement la taille de ce marché. Le secteur des réseaux sociaux, c'est bientôt 5 milliards d'utilisateurs, ce qui représente plus de 60% de la population mondiale. Les gens passent en moyenne plusieurs heures par jour dessus, sur en moyenne plus de 7 applications différentes. C'est clairement un marché gigantesque, c'est sûrement le secteur d'internet avec le plus d'adoption au monde, et c'est pas prêt de s'arrêter, car les réseaux sociaux prennent une place de plus en plus importante dans nos vies. Mais aujourd'hui, comme vous le savez, ce ne sont que quelques mastodontes qui se partagent l'entièreté du business. Je parle évidemment des Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, etc. Ce qui pose forcément pas mal de problèmes en lien justement à cette forte centralisation. Déjà, ça fait qu'en tant que créateur, on est complètement dépendant de la plateforme sur laquelle on crée du contenu, car vu qu'il n'y a pas de propriété numérique, qu'on ne possède pas notre contenu ni notre audience, et que tout est lié à la plateforme en question, bah si la plateforme venait à démoder ou à disparaître, tout l'investissement en temps et en effort qu'on aurait mis dessus serait en quelque sorte jeté à la poubelle. Ensuite, forcément, si le pouvoir est centralisé, la censure l'est aussi. Ce qui fait que parfois, des plateformes ont banni des créateurs ou des types de contenus sur des sujets en particulier, pour des raisons qui ne conviennent pas vraiment à tout le monde, ce qui montre aussi le désalignement d'intérêts entre la plateforme et les utilisateurs. Un autre problème majeur, c'est la redistribution des revenus entre la plateforme et les créateurs. Aujourd'hui, sur la plupart des réseaux sociaux, ce sont les plateformes qui empochent souvent la totalité des revenus que génèrent ces plateformes. Et comme a dit le patron d'Apple, Tim Cook, si un service en ligne est gratuit, vous n'êtes pas le client, vous êtes le produit. Phrase qui est d'ailleurs maintenant presque un slogan tellement elle est connue. Et qui montre encore une fois que les plateformes font un peu ce qu'elles veulent, dont le fait d'utiliser nos données à leur avantage, et surtout pour les vendre, ce qui crée parfois de grosses dérives comme l'a mis en lumière l'affaire Cambridge Analytica. Et forcément, tout ça fait que les créateurs ont extrêmement peu de moyens pour monétiser leur contenu, et qu'ils doivent rediriger leur audience ailleurs. On peut aussi parler du manque de transparence des algorithmes, car vu que rien n'est open source, les plateformes en profitent pour mettre en place des algorithmes qui ont pour unique but de nous absorber le maximum d'attention, sans qu'on puisse même comprendre clairement comment ils fonctionnent. Et pour finir, on peut parler des problèmes liés aux faux comptes, à l'achat de faux abonnés, de faux likes, etc. Dans la crypto, on le voit notamment sur Twitter, avec tous les faux comptes qui nous spamment dans les mentions pour nous vendre de faux airdrops, qui ont pour unique but de nous scam. Et donc le but des réseaux sociaux du Web3, vous vous doutez bien que ça va être de trouver des solutions en lien à la blockchain pour répondre à toutes ces problématiques. Pour vous montrer tout ça, je vais vous lister toutes les solutions que peuvent apporter les réseaux sociaux décentralisés pour chaque enjeu que je viens de citer. Déjà, un des points les plus importants selon moi de ce narratif DeSoc, c'est qu'avec les applications sociales décentralisées, on va pouvoir réellement être propriétaire de notre contenu et de notre audience. Grâce au concept de graphe social, on va pouvoir lier notre identité digitale avec notre base d'abonnés ou de followers, de façon à ce que si on veut changer de plateforme, on garde toujours la même base d'abonnés. Donc avec ça, on n'est plus du tout dépendant d'un réseau social en particulier, on peut transiter très facilement d'une plateforme à une autre, sans avoir à se refaire une réputation à chaque fois, ce qui crée une très forte interopérabilité entre chaque application sociale décentralisée. Du coup, ça enlève une grosse barrière à l'entrée pour tous les nouveaux réseaux sociaux qui veulent se lancer, car c'est beaucoup plus facile pour eux d'embarquer des utilisateurs. Et ça va forcément réduire la centralisation du pouvoir entre les quelques gros acteurs actuels, car beaucoup plus de plateformes pourront émerger et bénéficier facilement d'un effet de réseau si leur plateforme est intéressante. Grâce aux NFT, on va aussi pouvoir rassembler les gens en communauté et les artistes vont pouvoir trouver de nouvelles façons de récompenser ou d'interagir avec les gens qui détiennent leur NFT. D'ailleurs, la monétisation est clairement un des axes majeurs de ces plateformes Web3. La redistribution de valeur équitable entre la plateforme et ses utilisateurs est un des points clés de ce nouveau secteur, et tout ça pourra être facilité par des modèles de gouvernance décentralisée. Et grâce à ça, les créateurs de contenu vont avoir tout un tas de nouvelles possibilités pour monétiser leur audience. Le contrôle sur la censure pourra lui aussi être délégué au réseau décentralisé. C'est important d'avoir un certain degré de censure pour qu'une plateforme ne se transforme pas en dark web, mais faut pas
pas non plus laisser les pleins pouvoirs à 3-4 personnes. Donc faut trouver un juste milieu avec un système de curation décentralisé qui permet aux participants du réseau de décider quel contenu est nuisible ou non. Ensuite, la blockchain et la vision open source permettra beaucoup plus de transparence au niveau des algorithmes. Donc les utilisateurs auront plus de contrôle sur comment ils interagissent avec la plateforme et pourront même par exemple modifier eux-mêmes certains paramètres de l'algorithme. On pourra aussi empêcher le spamming et la création de bots si les plateformes décentralisées nécessitent de payer des petits frais de transaction pour interagir. Et je rajouterai même que grâce au Web3, on peut avoir un meilleur contrôle sur nos données car les plateformes de réseaux sociaux décentralisés peuvent utiliser des solutions de stockage décentralisées. Et c'est maintenant qu'on en vient à ces fameux projets du narratif des SOC qui tentent justement de combiner au mieux les avantages que je viens d'énoncer. On peut commencer par les projets d'infrastructures d'applications sociales décentralisées. Il y en a 4 que je trouve pertinents et selon moi au-dessus des autres et on va les passer en revue tout de suite. Le premier projet d'infrastructure dont je vais parler, c'est Deso, qui est une blockchain de Layer 1 spécialisée pour les applications sociales décentralisées. C'est un projet qui a été créé par un ancien ingénieur de chez Google avec des personnes dans la team venant d'entreprises comme Facebook et LinkedIn. Leur objectif, c'est de simplifier au maximum la création et l'utilisation d'applications sociales. Pour ça, ils permettent aux développeurs de coder avec des langages Web 2 comme Python et JavaScript, ils leur mettent à disposition des boîtes à outils de fonctionnalités et côté utilisateur, ils permettent aux créateurs de monétiser leur contenu à travers tout un tas de différents systèmes prévus à cet effet. Ils prévoient en plus de supporter plein de blockchains, donc Ethereum, mais aussi des Solana, Avalanche, Polygon, etc. Niveau écosystème, l'application la plus utilisée c'est Diamond, qui est une sorte de Twitter décentralisé. Il y a aussi Desofy qui fait application mobile, il y a Enter qui est une sorte de LinkedIn décentralisé, et il lance aussi Focus qui est un nouveau projet qui sort prochainement qui aura son propre token et qui peut faire un peu de bruit dans les prochaines semaines. Deso a aussi un token du même nom qu'ils ont sorti en 2021 qui a récemment connu un regain d'intérêt. Faut savoir que le projet a levé 200 millions et ils sont actuellement capitalisés à 400 millions. Je trouve que ça laisse quand même pas mal de marge. Selon moi, c'est une capitalisation assez faible comparée à ce qu'ils ont levé. En termes de points forts, en plus de ce que j'ai déjà dit, ils accordent beaucoup d'importance à l'account abstraction. Donc ils mettent en place par exemple le login Google et quand on se crée un wallet Deso, on peut bénéficier d'un airdrop gratuit de tokens Deso pour payer les frais de transaction qui sont d'ailleurs extrêmement bas. Car oui, chaque interaction se fait on-chain, ce qui est positif d'un point de vue décentralisation. Ils ont aussi un site que je trouve assez impressionnant niveau design, c'est toujours bon à noter. Après, leur écosystème n'est pas encore très développé. Il y a un nombre de fonctionnalités intéressants, mais les développeurs sont assez limités par l'existant et ne peuvent pas vraiment apporter de nouveaux cas d'utilisation que ceux déjà prévus. Et puis niveau scalabilité, sur le papier elles sont pas trop mal, mais vu qu'ils stockent tout on-chain, dont les interactions comme les likes, les commentaires, etc., j'attends de voir comment ils vont gérer un afflux massif d'utilisateurs. Mais bon, la scalabilité, c'est une limite commune à tous les projets de la vidéo. Le deuxième projet d'infrastructure pour les applications sociales décentralisées dont je vais parler, c'est Farcaster. C'est un projet qui a été fondé par 2 anciens directeurs de chez Coinbase. Farcaster se positionne comme une infrastructure rapide, facile à utiliser pour les développeurs, et en gros, pour utiliser Farcaster, il faut se créer un profil sur ce qu'ils appellent une wallet app, et ensuite, on pourra utiliser les connected apps, qui sont les applications sociales décentralisées, pour poster des messages, interagir avec la communauté, etc. Farcaster a fait le choix d'une infrastructure hybride, où l'identité est on-chain sur Optimism et Ethereum, mais où toutes les données et les interactions sont sur des sortes de layer 2 off-chain, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de payer pour faire des interactions comme poster du contenu, liker ou partager des posts, etc. Faut savoir que l'application principale sur Farcaster, c'est Warpcast, qui a été développée par l'équipe de Farcaster, et c'est actuellement de loin l'application la plus utilisée. Le reste de l'écosystème est encore assez peu développé, et c'est surtout des versions Web3 d'applications existantes, comme Farcord qui est un Discord Web3, ou Flink qui est un Reddit du Web3. Le projet a levé 30 millions de dollars en 2022, mais il n'y a pas encore de token, donc qui sait, il y a peut-être un potentiel airdrop à jouer. Farcaster, c'est un projet assez en vogue de ce narratif des SOC. Il y a Messari qui a dédié une page sur eux dans leur rapport annuel sur leur thèse pour 2024, donc c'est une belle preuve sociale et ça leur donne un peu de visibilité. D'ailleurs, il y a Vitalik Buterin qui est utilisateur de l'application Warpcast. La technologie hybride de Farcaster fait que les interactions sur les applications sont gratuites, ce qui simplifie l'onboarding d'utilisateurs du Web 2. Par contre, ça fait que les applications sur Farcaster sont forcément moins décentralisées, car toutes les interactions se font en dehors de la blockchain. Le troisième projet d'infrastructure de cette vidéo, c'est certainement un des projets les plus connus de ce narratif, c'est Lens Protocol. Lens, c'est un protocole qui a été fondé par Stani Kulechov, le fondateur d'AAV, qui a pour objectif de faciliter la création de réseaux sociaux décentralisés. Concrètement, Lens c'est un smart contract de graphe social. Pour l'utiliser, on doit minter un NFT pour se créer son profil, et c'est à ce NFT qu'est lié notre graphe social, nos contenus, etc. Toutes ces infos sont sur un smart contract sur la blockchain Proof of Stake de Polygon sur laquelle est construite Lens, et Lens utilise également d'autres solutions blockchain comme Argwif pour le stockage de données. Dans les projets qui se construisent sur Lens, on retrouve des applications comme Hey, qui est une des applications les plus populaires sur Lens, mais on a aussi des applications mobiles comme Orb ou des applications spécialisées pour les vidéos comme Tape. Lens a levé 15 millions de dollars, mais le projet n'a pas encore de token, et rien ne certifie qu'il y en aura un, mais il y a peut-être aussi un airdrop à jouer, et on verra un peu plus tard une application sur Lens qui, elle, aura bientôt un token. Un des gros points forts de Lens, c'est sa modularité, sa composabilité et son extensibilité, ce qui permet en gros aux développeurs d'être hyper libres
sur les innovations qu'ils veulent mettre en place, sur les fonctionnalités qu'ils veulent développer, les protocoles qu'ils veulent utiliser, etc. Lens est probablement l'infrastructure de cette vidéo avec le plus de projets d'applications sociales qui se construisent dessus, car ils réussissent à attirer pas mal les développeurs d'applications. Après, faut garder en tête que Lens est limité par le fait que le projet est construit exclusivement sur la blockchain Proof of Stake de Polygon, et aujourd'hui, l'accès à Lens est lui aussi limité, on doit rejoindre une waitlist, et faut noter qu'on doit signer une transaction pour chaque interaction, ce qui est pas idéal d'un point de vue expérience utilisateur. La dernière infrastructure spécialisée pour les applications sociales décentralisées dont je vais parler dans cette vidéo, c'est CyberConnect. C'est un projet backé par Binance Labs qui a été lancé sur le launch pool de Binance et qui a été fondé par des anciens de chez BitTorrent. CyberConnect est composé de 3 éléments principaux, les CyberID, qui sont les noms d'utilisateurs sous forme de NFT ayant les standards ERC721, mais aussi les CyberAccounts, qui utilisent l'account abstraction via l'ERC 4337 pour permettre aux utilisateurs d'avoir une bonne expérience utilisateur. Et puis à ça, on va pouvoir lier les CyberGraph, qui sont les graphes sociaux, donc toutes les connexions sociales et tous les contenus d'un utilisateur. Niveau écosystème, on peut noter des applications comme Linktree, Readon ou Dopamine, mais l'écosystème du projet est encore très jeune. La team a levé plus de 30 millions de dollars jusqu'à aujourd'hui, et ils ont un token depuis août 2023, capitalisé à 75 millions de dollars, avec près de 700 millions de dollars de fully diluted value. Sinon, niveau point fort, je dirais qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée pour se créer un compte, ce qui est pas mal pour l'adoption grand public, et puis CyberConnect est compatible de base avec plusieurs blockchains. Les 4 projets que je viens de présenter sont donc pour moi les 4 infrastructures spécialisées les plus prometteuses du narratif des SOC. Elles permettent toutes de gérer son graphe social, d'avoir plus d'options de monétisation, elles développent des boîtes à outils qui permettent aux développeurs de se concentrer au maximum sur les designs et l'expérience utilisateur de leur application, et globalement, le nombre d'utilisateurs augmente doucement mais sûrement pour chaque projet et sur les applications majeures. Après, faut bien garder en tête que tous ces projets sont à des stades très early, ils n'ont pas encore des tonnes d'utilisateurs mensuels, donc leur technologie n'a pas été testée à rude épreuve, et il y a forcément un risque lié à tout ça. Chacun de ces projets a ses forces et ses faiblesses, ils ont tous du potentiel, donc ça sera intéressant de voir quel sera celui qui aura le plus gros effet de réseau, même si actuellement, je dirais que Lens part avec une petite longueur d'avance. Mais de toute façon, faut se rappeler qu'à la différence des réseaux sociaux Web 2, toutes ces infrastructures tendent à être interopérables, donc elles se pousseront toutes vers le haut. Maintenant, on va passer en revue d'autres projets crypto qui pour moi s'inscrivent dans le narratif des SOC et qui sont pertinents de mentionner. On peut déjà parler de Favor, qui est une application qui utilise principalement Lens Protocol, mais aussi CyberConnect. C'est déjà aujourd'hui une des applications les plus utilisées sur Lens, et faut savoir qu'ils vont bientôt sortir leur token. C'est un réseau social qui se positionne un peu Web 2.5, car ils veulent faciliter l'accès aux utilisateurs du Web 2 pour qu'ils puissent s'inscrire via des inscriptions par mail ou Google sans avoir à se créer de wallet. Et un de leurs principaux chantiers, c'est de mettre en place tout un système de récompenses gamifiées pour que les créateurs de contenu soient rémunérés à leur juste valeur et que les modérateurs et les curateurs de contenu soient aussi récompensés quand ils font du bon travail. Ils ont en plus une vision multi-chain, ils veulent permettre aux gens de choisir quand ils publient un contenu, de l'envoyer sur n'importe quelle infrastructure, comme Farcaster par exemple. On peut aussi parler du projet Luxo, que j'ai déjà abordé dans une vidéo dédiée, qui est une infrastructure blockchain qui ne met pas les mots SocialFi ou DSOC sur son site ou dans ses communications, mais qui peut vraiment avoir un rôle à jouer là-dedans. Luxo est en fait composé d'une suite de standards blockchain qui ont pour la plupart comme objectif de faciliter l'expérience utilisateur via l'account abstraction, et ils font beaucoup de travail autour des profils décentralisés. Donc c'est selon moi un acteur de ce narratif à ne pas oublier. Et puis comment faire une vidéo sur le narratif des SOC sans parler de Friendtech? C'est une application mobile sur la blockchain Base qui nous demande de lier notre compte Twitter à notre compte Friendtech quand on s'inscrit, et le concept de l'application, c'est de pouvoir faire en gros du trading de profils d'influenceurs. Car quand on se crée un compte, ça va générer des tokens de notre profil, et quand on achète des tokens d'une personne, la valeur des tokens augmente. L'utilité de tout ça sur le papier, c'est que quand on va acheter les tokens d'un profil, on va pouvoir accéder à une messagerie pour interagir avec ce profil. Mais le truc, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un achète ou vend le token d'un profil en particulier, ce profil touche 5% du montant total de ce token. Donc c'est ça qui a créé un énorme buzz autour de l'application, car énormément d'influenceurs en parlaient et se créent un profil sur l'application dans le but de gagner de l'argent gratuitement, juste en touchant les frais liés aux achats et aux reventes de leurs tokens. Et donc il y a eu énormément de spéculation autour des tokens de profil d'influenceurs, ce qui fait que la plateforme a généré des quantités astronomiques de fees, sans même compter la spéculation additionnelle liée à l'airdrop du token de Friendtech. Donc j'avoue que je suis pas hyper fan du concept, si ça a marché c'est selon moi uniquement pour les raisons que je viens de citer, qui ne sont pas très viables sur le long terme. Sinon il y a aussi Ton, qui est le projet crypto de Telegram, qui est un réseau social avec quand même plus de 800 millions d'utilisateurs actifs, ce qui en fait un des plus gros réseaux sociaux au monde. Donc voilà, pas grand monde ne parle de ce projet ou de sa crypto, et je me voyais pas ne pas en parler dans cette vidéo, et qui sait, le projet peut peut-être réserver de belles surprises, même si le ton est déjà bien capitalisé. Ensuite, on peut même imaginer que pour faire un YouTube décentralisé ou un Twitch décentralisé, on aurait besoin de projets comme Theta Network pour décentraliser le streaming de vidéos et tenter d'avoir un streaming d'encore plus haute qualité qu'avec les solutions centralisées. Et on peut aussi citer le projet LivePeer qui est à peu près sur le même créneau. Et pour finir, j'aimerais rajouter 2 projets à ne pas négliger, dont ont besoin les réseaux sociaux décentralisés s'ils veulent décentraliser les données, c'est Filecoin et Arweave. Ce sont les 2 plus gros projets qui proposent du stockage de données décentralisé, donc ils pourront clairement avoir leur rôle à jouer dans le narratif des SOC, étant donné la quantité colossale de données que brassent les réseaux sociaux.
Bien évidemment, cette liste de projets est non exhaustive. J'aurais pu aussi parler de projets comme Mirror ou Galaxy, donc je vous invite d'ailleurs à me dire en commentaire s'il y a un projet de ce narratif dont vous auriez aimé que je parle. Et j'en profite pour vous demander de lâcher un petit like si la vidéo vous plaît. N'hésitez pas à prendre 2 secondes pour vous abonner à la chaîne. Vous inquiétez pas, je vais pas vous spam, je sors pas des vidéos tous les jours. Avant de vous donner mon avis sur le narratif des SOC, je pense que c'est important de voir quels sont les gros challenges que ce secteur devra affronter pour véritablement se faire une place dans le mainstream, et vous allez voir que ce sera pas si simple. Alors déjà, il y a toutes les problématiques liées à l'expérience utilisateur. Oui, on a fait énormément de progrès par rapport à il y a quelques années grâce à la Content Abstraction, mais il y a encore pas mal de défis à relever pour arriver à embarquer des utilisateurs qui n'y connaissent rien en crypto pour avoir une adoption de masse de ce secteur. Car aujourd'hui, les applications sociales Web 3 ne sont pas encore au niveau de leurs concurrents Web 2 en termes de fonctionnalité, de design et de facilité d'utilisation. D'ailleurs, c'est cette concurrence avec les réseaux sociaux traditionnels centralisés qui est pour moi le plus gros challenge à relever pour ce secteur. Car les entreprises à la tête de ces réseaux sociaux sont des mastodontes, que ce soit en termes de nombre d'utilisateurs, d'influence, de revenus, etc. Ces géants ont donc des moyens colossaux et ils vont pas se laisser prendre des parts de marché sans rien faire. Et avant ça, les applications sociales décentralisées devront déjà résoudre le problème de scalabilité de leur infrastructure. Les géants du Web 2 traitent des millions de likes, de commentaires, de posts chaque minute, sauf que les infrastructures Web 3 dont j'ai parlé dans la vidéo ne sont absolument pas en mesure de rivaliser avec de telles performances. Ou alors, ça devra se faire très largement au détriment de la décentralisation et de la sécurité. Ensuite, ces projets devront aussi trouver de bonnes façons de gérer la monétisation de leur plateforme, mais aussi de leur propre modèle économique. Car en fonction des technologies que les applications sociales décentralisées vont utiliser, il y aura des coûts en stockage de données très importants. Et ça, c'est clairement aussi un défi que ces projets devront relever pour arriver à trouver des bons compromis entre décentralisation et coût de l'infrastructure pour stocker les données. Évidemment, aujourd'hui, le narratif des SOC n'est pas le plus à la mode. Il est assez récent et il n'y a pas encore beaucoup de projets sur lesquels spéculer. C'est sûr que c'est plus facile d'acheter des projets IA ou Real World Assets, mais c'est aussi en s'intéressant à des projets ou des narratifs avant tout le monde qu'il y a les meilleures opportunités si un jour ces projets ou ces narratifs deviennent populaires sur Twitter. Pour moi, il y a différents scénarios qui pourraient déclencher un engouement autour de ce narratif. Ça pourrait par exemple venir d'un géant du Web 2 qui commencerait à intégrer des fonctionnalités de la DSOC ou à faire un partenariat avec un projet DSOC. Il y a déjà Twitter qui a un peu commencé en permettant aux utilisateurs de mettre des NFT comme photo de profil, même s'ils ont enlevé très récemment cette fonctionnalité. Mais il y a aussi par exemple YouTube qui veut explorer la possibilité de permettre aux créateurs de vendre leur contenu sous forme de NFT. En plus de ça, on remarque que l'économie des créateurs est un sujet qui prend de plus en plus de place, même dans le monde du Web 2. Et les applications sociales décentralisées vont clairement dans cette direction, car elles débloquent plein de possibilités niveau monétisation. Et puis il pourrait aussi y avoir une killer app du Web 3 qui arrive, qui embarque des millions d'utilisateurs et qui crée tout un engouement autour de ce narratif. Je tiens à rappeler que je suis évidemment pas conseiller en investissement, je n'ai pas de boule de cristal, et peut-être que ce narratif ne sera jamais à la mode au prochain bull run. D'autant plus que je n'ai pas abordé les tokenomics des projets dont j'ai parlé, car ce n'était pas le but de la vidéo, mais c'est évidemment un point important à creuser. Donc on le répétera jamais assez, mais faites vos propres recherches avant d'investir. Il ne faut pas all-in comme un mongol sur quoi que ce soit. Après, mon avis c'est que ça peut être intéressant de mettre quelques billes sur Deso ou sur Luxo, de surveiller les applications qui se lancent sur les différentes infras de la vidéo comme Fiverr ou Focus, d'aller tester les applications sur Farcaster, sur Lens, pour potentiellement se rendre éligible à des airdrops. Et si on veut la jouer un peu plus safe, on peut toujours se positionner sur des tokens qui sont à cheval sur d'autres narratifs comme la Dépine, avec des projets comme Filecoin, Arweave ou Theta. Sinon, si vous voulez tout savoir sur un autre narratif qui sera probablement encore plus gros que celui dont je viens de parler dans cette vidéo, je vous invite à regarder ma vidéo sur le narratif des Real World Assets. Merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.